Bonsoir et bienvenue sur Radio Afrique Unie, la voix de l'Afrique. Politique, économie, culture, innovation, ici l'actualité africaine prend vie. Notre mission, décrypter, informer et mettre en lumière les histoires qui comptent pour les Africains d'ici et d'ailleurs. Restez à l'écoute pour un tour complet de l'actualité du continent. À la présentation, Elisabeth Hassen. Au sommet, retour progressif des réfugiés congolais, le Burundi ouvre la voie avec un premier transfert officiel vers l'est de la RDC. Première descente de terrain pour le chef de la MONUSCO, James Swan, en visite à Goma dans un contexte sécuritaire tendu. De Beni à Goma, James Swan multiplie des déplacements dans les zones sous pression sécuritaire. Mémoire et recueillement, l'ambassade de France rend hommage aux victimes du génocide des Tutsis de 1994. Génocide où un devoir de mémoire est affirmé par la France pour promouvoir la paix et la cohésion. Et puis à Yaoundé au Cameroun, le concours du meilleur artisan boulanger met à l'honneur les farines locales et le savoir-faire camerounais. Les boulangers rivalisent de talent autour des farines du terroir. Et puis on reste toujours au Cameroun pour signaler que la ville de Yaoundé s'apprête à accueillir le dialogue africain permanent au cœur des enjeux jeunesse et migration. Par cette rencontre, l'Afrique veut repenser ses trajectoires et construire ses propres réponses. On en parle avant la fin de ce journal avec Emès Nkwa, coordonnatrice du Conseil international de dialogue et de partenariat. Voilà pour le sommaire. Merci de nous retrouver sur nos plateformes YouTube, Facebook et X. Une fois de plus, bienvenue. 10 ans d'absence et un retour qui compte. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a atterri hier soir à Lomé, un déplacement rare et hautement stratégique, car le Togo s'impose désormais comme un acteur clé de la médiation en Afrique. Paris envoie un message clair, reprendre la main et compter avec Lomé. Et puis ce 24 avril marque le 10e anniversaire de la mort de Papa Wemba, survenu sur scène lors du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. À Kinshasa, son pays natal, le Musée national de la rumba s'emploie à entretenir la mémoire de l'icône de la rumba congolaise surnommée la Voix perchée. Un tour à la frontière burundo-congolaise. Le Burundi a procédé ce jeudi à la remise du premier convoi de réfugiés aux autorités congolaises, marquant donc le début effectif du rapatriement volontaire. Accueillis côté RDC, ces derniers seront orientés vers des zones identifiées comme prioritaires, notamment les territoires d'Ouvira et ses environs, ainsi que les axes d'Ouvira-Baraka, Fizi, Mboko et la plaine de la Ruzizi, conformément au dispositif mis en place avec le HCR. Achille Antedi était sur place à la frontière burundo-congolaise de Gatumba. Voici son reportage. Le premier convoi était composé de 470 personnes exilées au Burundi depuis décembre 2025, après la chute de la ville d'Ouvira à l'est de la RDC et ses environs. Dans un convoi de bus, des enfants, des femmes et des hommes de tous âges se disent soulagés suite aux difficiles conditions de vie au camp de Busuma à l'est du Burundi. Aïcha Maombi est à bord d'un bus de rapatriement. La vie au camp était dure, marquée par le manque d'aide alimentaire. Pour tout un mois, chaque personne avait droit à 2 kilos de riz et de haricots de farine. On souffrait. Tout était compliqué. La vie était une peine. Les difficultés d'accès aux soins, l'insuffisance de nourriture et d'abri pour tous les réfugiés, c'est ce qu'a décrit les rapatriés après leur séjour au Burundi. Une réinsertion sociale des rapatriés s'organise à Ouvira
explique Willy Mangeza du service d'action humanitaire et de solidarité à la mairie d'Uvira. Aujourd'hui, ils sont rentrés chez eux, vraiment nous sommes contents. Pour les réinsertions sociales, on va travailler avec les organisations humanitaires, ceux qui vont savoir comment ils vont donner quelques assistances chez eux. L'afflux massif des réfugiés congolais vers le Burundi en 2025 a provoqué un grand défi, compliquant les capacités de prise en charge humanitaire du Burundi et du système des Nations Unies, ce qui a provoqué des pertes en vies humaines dans les camps. Brigitte Mukangaeno, représentante du HCR au Burundi, salue toutefois les efforts du gouvernement burundais pour l'accueil des réfugiés jusqu'à leur réinsertion. À ce jour, le Burundi reçoit sur son territoire plus de 250 000 réfugiés congolais. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire un grand merci au gouvernement du Burundi pour l'hospitalité à l'égard des citoyens congolais qui ont trouvé asile au Burundi. Bien entendu, nous savons qu'il y a eu beaucoup de défis avec cet afflux, mais avec l'assistance qui a été disponibilisée et les contributions de nos différents donateurs, nous avons été à mesure de les garder en vie. Pour le HCR, le rapatriement se fera uniquement vers les zones sécurisées parce que le rapatriement doit être durable. Pour les réfugiés qui rentrent, ils doivent pouvoir rentrer chez eux en toute quiétude et se réintégrer, reprendre leurs activités. Le Burundi compte actuellement environ 4 à 6 principaux camps d'accueil des réfugiés congolais auxquels s'ajoutent plusieurs centres de transit temporaires. Parmi les sites d'hébergement durable figure notamment Busuma, le plus vaste dans la province orientale de Buhumuza, avec près de 66 000 réfugiés, et les camps de Musenyi 1 et 2, souvent considérés comme deux entités distinctes. Ce camp constitue le noyau principal du dispositif d'accueil. En parallèle, plusieurs centres de transit non permanents sont mobilisés lors des arrivées massives, notamment à l'ouest du Burundi. Bien que ces sites ne soient pas toujours reconnus comme des camps officiels, ils y jouent un rôle essentiel dans la gestion des flux. Antedi Achille depuis Bujumbura pour Afrique Unie Radio. Et puis James Swan, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, est arrivé ce vendredi 24 avril 2026 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, zone sous contrôle de la rébellion de l'AFC M23 dans le cadre de l'AFC M23. Dans le cadre de sa première descente sur le terrain depuis sa prise de fonction à Kinshasa, capitale de la RDC. Il est arrivé par l'aéroport de Goma. Il a précédemment séjourné à Beni, Eringeti, dans le Grand Nord, et Bunia Fataki, dans la province de l'Ituri. Plus de précisions avec Espoir Malamira. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO est arrivé ce vendredi 24 avril à Goma dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant dans l'est du pays. Cette visite stratégique intervient alors que la ville reste au centre des efforts de désescalade et protection des civils et des consolidations du processus de paix. Sur place, le chef des missions a indiqué que sa présence vise à rencontrer les équipes de la MONUSCO, recueillir leurs analyses et évaluer les conditions concrètes de mise en œuvre du mandat conformément aux résolutions 2773-2025 et 2808-2025 du Conseil de sécurité de l'ONU. Des échanges sont également prévus avec les autorités de facto. Dans son message, le chef de la mission a salué les avancées vers la signature d'un protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire. Il a encouragé les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit. Goma occupe une place centrale dans les efforts actuels en faveur de la désescalade, de la protection des civils et de l'appui au processus de paix en cours. Ma présence ici vise d'abord à rencontrer nos équipes, à écouter leurs analyses, à échanger avec les autorités de facto et à examiner les conditions concrètes dans lesquelles la MONUSCO peut poursuivre son mandat conformément aux résolutions 2773-2025 et 2808-2025 du Conseil de sécurité de l'ONU. La MONUSCO est mandatée pour soutenir le cessez-le-feu à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification PUS, EJVM+, dont je vais rencontrer les membres ainsi que ceux du Joint Intelligence Fusion Cell au cours de mon séjour. Cette visite survient une semaine après les pourparlers tenus du 13 au 18 avril
2026 à Montreux entre les représentants du gouvernement de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23. Dans le cadre du processus de Doha, avec la facilitation du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine et avec la Suisse comme pays hôte. James Swan a toutefois insisté sur les conditions indispensables à un suivi crédible du cessez-le-feu. Parmi celles-ci figurent la cessation de l'usage des drones offensifs, la fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS, la liberté totale de mouvement pour le personnel et les moyens de la MONUSCO, ainsi que l'utilisation sécurisée des aéroports et de l'espace aérien. Autant d'exigences jugées essentielles pour permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification d'opérer de manière efficace et en toute sécurité. Le chef de la mission a également appelé à la coopération de toutes les parties belligérantes afin d'accélérer la mise en œuvre de ces mesures. Nous avons salué les avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire et encouragé les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord, en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit. Par ailleurs, le suivi du cessez-le-feu exige qu'un certain nombre de conditions indispensables soient réunies afin de permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification plus d'opérer de manière crédible, sûre et efficace. Ces conditions comprennent la cessation de l'usage des drones offensifs, la fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS, la pleine liberté de mouvement du personnel et des moyens de la MONUSCO, ainsi que l'utilisation sûre des aéroports et de l'espace aérien. Nous comptons sur la coopération de tous les belligérants pour qu'on avance rapidement dans ce sens. À travers cette visite, nous espérons renforcer la dynamique en faveur de la désescalade, redonner espoir aux habitants de la région et appuyer la mise en œuvre du cessez-le-feu pour une paix durable dans l'Est de la RDC. Notons que cette visite intervient une semaine après les pourparlers tenus du 13 au 18 avril 2026 à Montreux entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars dans le cadre des processus de Doha avec l'appui du Qatar, des États-Unis et de l'Union africaine et la Suisse comme pays hôte. À travers ce déplacement, la MONUSCO espère renforcer la dynamique en faveur de la désescalade, redonner espoir aux populations de l'Est du pays et appuyer la mise en œuvre effective du cessez-le-feu pour une paix durable. Depuis Goma, Espoir Malamira, Radio Afrikini. Et puis l'ambassade de France a rendu hommage aux anciens employés des services français au Rwanda qui ont été victimes du génocide perpétré par les Tutsis en 1994. L'ambassade a rappelé que ce souvenir des victimes du génocide contre les Tutsis est un devoir pour chacun afin d'éradiquer la haine et de permettre aux populations de vivre ensemble en paix afin que cela ne se reproduise plus. Plus de détails avec Bénigne Mugisha. Lors d'une cérémonie de commémoration au Rwanda, l'ambassadrice de France Aurélie Royette-Boulin a rappelé que le devoir de mémoire incombe à chacun pour éradiquer la haine et éviter que de tels drames ne se reproduisent. Dans son discours, elle a lu les noms des employés des services français tués pendant le génocide, précisant que leur famille était présente pour honorer leur mémoire. Elle a également présenté des excuses au nom de l'ambassade pour n'avoir rien fait à l'époque afin de les sauver, avant d'inviter l'assistance à observer une minute de silence. Une rescapée du génocide, Mukanda Ishimé Espérance, issue d'une famille ancien employée des services français, a exprimé sa gratitude envers l'ambassade de France pour s'être associée à la commémoration. Elle regrette toutefois qu'aucune action n'ait été entreprise à l'époque pour sauver ses employés. Mais elle reconnaît des avancées aujourd'hui, soulignant que cette commémoration conjointe traduit une prise de conscience des autorités françaises. De son côté, le procureur français en charge de lutte contre le terrorisme, Olivier Christin, annonce que la France a engagé des poursuites contre plusieurs suspects du génocide ayant trouvé refuge sur son territoire. Selon lui, ces efforts ont été renforcés après la visite du président Emmanuel Macron au Rwanda en 2021. Il précise que certains suspects pourraient prochainement comparaître en appel devant la Cour d'assises de Paris, tandis que des enquêtes sont en cours contre 36 personnes soupçonnées d'implication. Pour rappel, le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994 a fait plus d'1 million de morts en seulement 100 jours. Depuis Kigali, Bénigne Mugisha
pour Radio Afrique Unie. À Yaoundé, l'odeur du pain chaud flotte dans l'air. Mais aujourd'hui, elle a une saveur particulière. La capitale camerounaise vient d'abriter le concours du meilleur artisan boulanger organisé par le SAILD, le service d'appui aux initiatives locales de développement en partenariat avec l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs. Un rendez-vous qui a mis l'honneur sur un objectif précis, promouvoir l'utilisation des farines locales dans la boulangerie. Reportage. Est-ce qu'on peut lancer avec... C'est alors que je lui ai présenté les résultats de la recherche. Dans les stands, une vingtaine de jeunes boulangers rivalisent de créativité. Manioc, patates douces, maïs, plantain ou encore igname remplacent le blé importé. Résultat, des pains, gâteaux et biscuits aux saveurs inédites. Selon les organisateurs, ce concours vise à impulser la production de farine locale et à accompagner les artisans afin que la population adopte progressivement le pain à base de produits locaux. Ces journées de farine locale qui sont à leur première édition, et nous espérons vraiment qu'elles pourront être pérennisées, ont essentiellement pour objectif de sensibiliser le grand public, mais aussi l'administration sur le fait que les farines ont un certain potentiel. Et ce potentiel n'est pas nouveau. Ce potentiel est en train d'être développé, mais il existe déjà. Il y a des personnes qui sont investies à l'intérieur. Et également, c'est aussi l'occasion de montrer les compétences qui existent dans la transformation de ces farines et dans l'utilisation de ces farines-là. Mais globalement, disons que nous visons vraiment à apporter un plus dans la politique d'import-substitution. Mais travailler avec des farines locales n'est pas sans défi. Les textures changent, les techniques aussi. Il faut adapter le pétrissage, maîtriser des nouvelles réactions de transformation tout en restant compétitif. Du côté des visiteurs, la découverte est totale. Ils goûtent, comparent et valident. Une expérience qui rapproche producteurs et consommateurs et valorise le Made in Cameroun. C'est bien pour l'alimentation et ça lutte aussi. On n'a pas les légumes. Comme la farine de blé, les enfants mangent ça, les donne la levure. Oh, même les goûters des enfants, maintenant je vais faire avec ça. Au terme de la compétition, une candidate se démarque. Matane Beto Gabriel, 28 ans, remporte le prix de meilleure artisane boulangère, soit une enveloppe de 300 000 francs CFA. C'est un honneur parce que je ne m'y attendais pas, vu le nombre de candidats qu'il y avait hier et certains étaient même plus expérimentés que moi. Donc ça a été vraiment un honneur pour moi de participer à ce concours. Les candidats étaient évalués sur plusieurs critères, le goût, l'innovation, la maîtrise technique, mais surtout les taux d'incorporation des farines locales. Je voudrais dire qu'ici, les farines locales demandent une autre expertise parce que pour maîtriser ce réseau de pâtes, il y a une façon de pétrir, il y a une façon de maîtriser la pâte. Au-delà de la compétition, l'événement rend aussi hommage à Bernard Njonga, figure de la souveraineté alimentaire au Cameroun, décédé en février 2021. Dès 2010, il militait déjà pour l'intégration d'au moins 10% des farines locales dans le pain, une vision qui continue de guider les acteurs du secteur. Mais sur le terrain, les défis persistent. Ce sont les denrées périssables. Nous avons besoin des équipements industriels parce que si nous parlons de transformation et pouvoir satisfaire la demande, il faut vraiment passer à l'industrialisation. Malgré les difficultés, la dynamique est lancée. Dans les fournis camerounais, une nouvelle génération de boulangers s'impose peu à peu, avec une ambition claire, produire un pain plus local, plus accessible. Toutefois, le prix final dépend encore de plusieurs facteurs comme les coûts des transformations, le manque d'équipement et l'organisation de la filière qui restent des défis à relever pour rendre ce pain réellement compétitif et accessible sur le marché. On reste toujours au Cameroun pour dire que Yaoundé accueille le 28 avril prochain le dialogue africain permanent, une initiative du Conseil international de dialogue et de partenariat dont le thème est jeunesse et migration. Changer de regard, repenser les trajectoires, mettre l'Afrique au centre de ses propres réponses, voilà entre autres questions qui seront au centre des assises de Yaoundé. Sur le bien fondé de cette rencontre, Aoba a tendu le micro à Emes Nkwa, 32 ans et coordonnatrice du Conseil international de dialogue et de partenariat. On l'écoute.
s'agit de faire passer les migrations de fatalité à quelque chose de constructif et productif pour notre développement. Au dialogue africain permanent, nous venons pour deux choses. Premièrement, travailler sur les mécanismes et deuxièmement, avoir une feuille de route. Les mécanismes, c'est-à-dire tout ce qui est compétences, structuration de l'accès à l'emploi, mobilité choisie, et aussi la feuille de route pour pouvoir suivre de façon efficace tous les éléments qui ressortiront de ce dialogue. La migration des jeunes Africains est encore trop choisie, est encore trop perçue comme une crise, alors qu'elle devrait plutôt être perçue comme un phénomène structurel. Les migrations ont toujours existé, ça fait vraiment partie de l'histoire des êtres humains, de l'humanité. Et tant qu'on ne considère pas cela comme quelque chose de structurel et on a toujours l'impression d'être surpris par ce phénomène ou de le prendre comme un fléau, on ne pourra pas capitaliser de façon efficace cette migration qui peut être un facteur de développement. Et les jeunes Africains aujourd'hui constituent plus de 60% de la population et peuvent être vraiment et sont en fait la première ressource même de ce continent qui est en plein développement, en pleine expansion, en pleine croissance à la fois économique, sociopolitique et culturelle. Donc pouvoir reprendre les migrations, changer de paradigme constitue réellement une force pour notre continent. Ça change tout. Ça change tout parce que là, nous avons l'opportunité de nous-mêmes en tant que jeunes Africains de poser les bases du jeu. Nous avons la possibilité de dire aux différentes parties prenantes, que ce soit les structures étatiques, les organisations régionales, sous-régionales, les organisations internationales, les partenaires au développement, les acteurs du secteur privé et surtout aux jeunes eux-mêmes, qu'il est possible et surtout il est important de repenser cette migration-là. Voilà donc qui met un terme à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci surtout de rester sur @La Voix de l'Afrique. Bonsoir.